guerre congolais Bosco Ntaganda a été déclaré coupable par la CPI de 18 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 en Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo. Mandaté par le chef de l'État camerounais Paul Biya le 10 janvier 2017, Garga Aman Adji, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, a entamé une mission de médiation à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, une des zones anglophones en proie à la crise sécessionniste qui s'écoule le pays depuis 3 ans. Cette mission a-t-elle fait avancer les choses jusqu'ici? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Et puis Dakar croule sous le poids des ordures. Plus de 100 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans les rues de la capitale sénégalaise. Problématique que les autorités souhaitent résorber. La loi sur l'utilisation des plastiques votée en avril 2015 fera l'objet d'une révision dans cet objectif. L'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda a été inculpé ce lundi 8 juillet 2019 par la Cour pénale internationale. La Cour a reconnu 18 chefs d'accusation contre cet officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi les chefs d'accusation, on note les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est reconnu coupable pour les exactions commises en Ituri, dans le nord-est du pays entre 2002 et 2003. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commentaire Nelly Bessa. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, au total, ce sont 18 chefs d'accusation qui ont fait tomber le 8 juillet 2019 à La Haye l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda. Il a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale pour des infractions commises entre 2002 et 2003 en Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Une fois, ce seigneur de guerre vient de faire face à sa responsabilité pénale. Et c'est une décision qui soulage tant soit peu les souffrances et les douleurs qu'ont enduré les victimes ainsi que les membres de leur famille. Cette décision de la Cour pénale internationale arrive dans un contexte où la province d'Ituri vit encore les atrocités des groupes armés, lesquels se servent des conflits communautaires pour perpétrer des atrocités. Pour le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ce jugement rendu contre Bosco Ntaganda pourrait être dissuasif pour les chefs de guerre africains. C'est un signal aussi fort lancé à toute personne, tout responsable politique, civil, militaire, quel que soit son rang, qui se serait impliqué ou aurait encouragé des atrocités. Soldat de l'armée patriotique rwandaise, Bosco Ntaganda est devenu général de l'armée congolaise après la Deuxième Guerre du Congo en 1998. L'enquête de la Cour pénale internationale contre Bosco Ntaganda aura donc duré environ 15 ans. Il attendra encore quelques mois pour la sentence. Il risque plus de 30 ans de prison, estiment les analystes. Dans le cadre de la résolution de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, Garga Aman Adji, le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, avait été mandaté par le président camerounais Paul Biya en janvier 2017 en tant que médiateur de la crise à Bamenda, au nord-ouest du pays. Après 2 années de consultation auprès des leaders anglophones, le leader de l'ADD nous livre les coulisses des propositions formulées par la population anglophone. On l'écoute. Ils m'ont dit tous qu'ils avaient un certain nombre de griefs contre le gouvernement central. Ils parlaient de la marginalisation. Ils parlaient de l'invasion par les francophones des régions dites anglophones. Ils parlaient du fait qu'ils n'ont jamais été attributaires des ministères de souveraineté, défense, justice. Et il parlait du problème d'éducation, notamment du système éducatif anglophone. J'avais noté cela. Voilà ce qu'ils avaient soulevé. J'ai rendu compte au président de la République et par écrit. Et j'ai compris qu'il avait tenu compte de mes propositions. Parmi les problèmes soulevés, l'invasion par les francophones. Immédiatement, il y a eu un mouvement préfectoral. Et les préfets qui étaient en majorité francophones ont été rapatriés dans leur zone de langue empruntée à la colonisation. Et au niveau de la justice, il en avait été de même. Le ministère de souveraineté qu'ils cherchaient,
Le ministère leur a été confié. Le sous-système éducatif dont il parlait, il voulait qu'il y ait au moins un ministre anglophone. Aujourd'hui, le ministère des enseignements secondaires est occupé par une dame du Sud-Ouest. Ils avaient parlé de joint committee, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui dialogue, et ils voulaient une commission paritaire. Et j'en ai parlé au président. Et le président est d'accord sur le principe. Maintenant, il y a les modalités. Qui doit représenter qui? Et évidemment, ils ont parlé aussi de la forme de l'État. Et ils veulent la fédération. Les îles Chagos au cœur d'un litige qui dure depuis 5 décennies entre l'île Maurice et la Grande-Bretagne. Alors que l'ONU a appelé Londres à rendre l'archipel, le Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth se montre déterminé à faire reconnaître son droit à la souveraineté sur les îles Chagos et appelle le retour des exilés chagossiens sur leur territoire. Kamesh Kataflé. Il ne lâche pas le dossier chagossien. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a affirmé devant l'Assemblée nationale vouloir faire reconnaître son droit à la souveraineté sur les îles des Chagos. Il a également exprimé sa détermination à organiser le retour des exilés sur leurs terres. L'archipel de 55 îles est actuellement occupé par les Britanniques et leurs alliés américains qui y tiennent la base militaire de Diego Garcia. Une base qui joue un rôle important pour les actions militaires menées au Moyen-Orient et dans la lutte contre la piraterie. Diego Garcia est extrêmement important pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, pour la simple et bonne raison surtout que c'est le seul lieu de ce type-là, aussi près de tous les théâtres d'opérations majeures de la zone de l'océan Indien, du grand bassin de l'océan Indien. Donc il est quasiment impossible de trouver une solution de rechange. Donc ce n'est pas de sitôt que les États-Unis ou le Royaume-Uni trouveront un autre endroit dans cette région de l'océan Indien, dans cette région du monde, pour y installer une nouvelle base. Maurice a déjà à son compte 2 victoires diplomatiques. Le 25 février 2019, la Cour internationale de justice avait en effet estimé que la Grande-Bretagne avait illégalement détaché les Chagos du territoire mauricien. 3 ans avant son indépendance, en 1968, Maurice avait accepté de laisser les Chagos aux Britanniques au prix de 4 millions de livres. Mais selon la CIJ, cette décision a été prise alors que le gouvernement mauricien était toujours sous le joug britannique. Le 22 mai 2019, l'Assemblée générale de l'ONU avait elle aussi voté à une majorité écrasante pour que l'archipel soit rétrocédé à l'île Maurice. Mais le Royaume-Uni ne semble pas prêt à céder l'archipel. Le Royaume-Uni qui défend les droits de l'homme, qui défend le principe du droit international, qui défend le fait d'avancer dans le dialogue, de jour en jour, a beaucoup plus de mal à justifier sa position. Voilà 2 avis extrêmement importants d'instances internationales que la Grande-Bretagne ne semble pas très encline à respecter. Je pense que le débat est en train d'être porté sur le terrain moral également. Est-ce que moralement, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a la possibilité de continuer à dire que Maurice n'a pas sa souveraineté sur les Chagos? Le Premier ministre Pravin Jugnauth a annoncé 1 million d'euros pour le relogement des Chagossiens. Il prévoit également de faire de leur territoire une circonscription électorale. Le Promifa, un projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole, nourrit de grandes ambitions pour le secteur agricole togolais. Un secteur qui constitue une filière clé pour l'économie du pays. Lancé le 5 juillet, le projet qui durera 6 ans vise à professionnaliser la filière agricole avec 300 000 bénéficiaires et la création de 40 000 emplois directs en milieu rural. Les précisions de Philomentine. Le projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole dénommé Promifa envisage injecter 20 milliards de francs CFA étalés sur une durée de 6 ans dans le secteur agricole togolais. À travers ce montant de financement, le Promifa contribuera à la révolution de l'agriculture dans le pays en la rendant plus professionnelle et orientée vers le business. Ce mécanisme a pour ambition de structurer les petits producteurs en coopérative et de les lier avec le marché pour faciliter leur accès au financement agricole. Le FIDA
a trouvé pertinent de soutenir cette innovation majeure dans le secteur agricole afin d'accompagner le MIFA pour développer l'organisation des chaînes de valeur. Les différents acteurs des filières avicoles, maraîchères, riz, maïs et incubateurs vont apporter un appui technique au développement des chaînes de valeur agro-pastorales ainsi qu'à l'accès au marché et à des services financiers ou non financiers à 300 000 bénéficiaires directs, dont des femmes et des enfants. Le PROMIFA pourrait engendrer 48 000 emplois, dont 100 000 auto-emplois. Le secteur agricole bénéficie de toutes les attentions du gouvernement. Le secteur est aujourd'hui au cœur du plan national de développement PND 2018-2022, en ce sens que l'axe 2 des 3 axes du mécanisme veut transformer les zones de développement agricole en des pôles de transformation agricole. Selon un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Togo a réalisé en 2018 une croissance économique de 4,9% en raison des performances de son secteur agricole. Les nouvelles politiques initiées par le gouvernement, comme le projet de création d'agropoles au nord du pays, sont à l'origine de ce regain d'activité agricole. Les experts prévoient à nouveau une croissance de 5% en 2019 et 5,3% en 2020. La gestion des ordures demeure une véritable problématique à Dakar, au moment où les défis environnementaux sont devenus une priorité dans toutes les villes du monde. La capitale sénégalaise a du mal à contenir la propagation des déchets plastiques. Du côté du ministère de l'Environnement, la loi sur l'utilisation des plastiques votée en avril 2015 par les députés et promulguée en mai de la même année fera l'objet d'une révision, celle-ci pour lutter aussi contre la dégradation de l'environnement. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Les sachets plastiques envahissent le quotidien des Sénégalais comme la plupart des capitales africaines. Les conséquences négatives de la croissance exponentielle des déchets plastiques sur l'environnement ont amené certains à proposer l'interdiction de leur usage. D'ailleurs, la loi sur l'usage, la production et la commercialisation du plastique sera révisée et appliquée selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Surtout, on en avait entendu déjà parler de cette même révision. Mais on en a senti sur cette fois le rassemblement des chefs religieux qui sont venus nous accompagner à la prière pour appeler le peuple sénégalais à faire respecter cette loi, à chercher de nos vies les sacs plastiques qui sont dangereux pour notre santé. Ce qui serait assez difficile à l'heure actuelle car le plastique s'est bien implanté au Sénégal. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les déchets issus du plastique, de l'électronique et des produits chimiques dangereux en général seraient responsables à eux seuls de plus d'1,5 million de morts par an. Vous savez, tout ce qu'on vend, même si ça ne nécessite pas de sac en plastique, les clients le réclament. C'est devenu une habitude. On doit aussi voir du côté de ceux qui amènent ces sachets au Sénégal. Parce que si les clients ne le voient plus, ils ne vont plus en demander. Au Sénégal, les déchets plastiques représentent 2,5% de la masse globale des ordures ménagères, ce qui correspond à un tonnage qui avoisine les 10 000 tonnes. Ce tonnage croît à un rythme de 7% en moyenne par an. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.